Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi RH tous les jours en direct du lundi au vendredi. C'est un plaisir de vous retrouver avec une voix un petit peu éraillée et je m'en excuse évidemment. On va parler aujourd'hui bien dans son job, bien s'affirmer en public, c'est possible, oui c'est possible. Être bon à l'oral aussi, on en parlera avec Karine Carnot, auteure de Vous êtes bon à l'oral, édition Alizio. Elle nous parlera de sa méthodologie, elle a créé une véritable méthode, c'est une glossophobe. On vous dira tout dans quelques instants. Smart et réglo, c'est un sujet central pour les chefs d'entreprise, les dividendes, oui, leur fiscalité. Quelle est la bonne stratégie? On en parlera avec un expert juridique dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer, on parlera des retraites, mais pas des retraites en France, non. En Chine, les Chinois sont confrontés à un problème de retraite. Oui, eux aussi vont devoir réformer. Ça fera écho évidemment au cercle RH, puisque avec les experts de Smart Job, nous parlerons de la réforme des retraites et puis nous parlerons évidemment de ce variant Delta. Ce sont de nouvelles menaces avec un débat sur la vaccination obligatoire. On en parlera avec nos experts dans quelques instants. Puis on terminera, comme chaque vendredi, avec le livre de Smart Job avec Julien Guénia. 2 heures chrono pour mieux s'organiser, édition Duno. Bah oui, c'est parfois très compliqué nos journées et c'est utile parfois même de réussir à dégager un petit peu de temps pour trouver un peu de respiration. Voilà le programme. Vous êtes les bienvenus évidemment. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Comment faire pour être bon à l'oral? Écoutez, consultez et lisez le livre de Karine Nagot. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Elénor Communication et auteure de Vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas, édition Alizio. D'abord votre histoire, parce que c'est très intéressant. Vous êtes aujourd'hui enseignante depuis 2008 au CELSA. Vous êtes passée par les entreprises de publicité, dans le privé, dans des agences. Vous avez un parcours dans le privé. Puis vous étiez glossophobe. Alors on se souvient de la rubrique de Fanny Griesmer. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est quoi glossophobe? Alors être glossophobe, c'est d'avoir la phobie de la prise de parole en public. Et en effet, moi je suis une ancienne glossophobe, mais ça remonte à... Pardon? Soignée. Vous êtes soignée. Soignée, oui, soignée par mes propres outils en fait. Et j'ai effectivement été confrontée à la peur panique de parler en public. Et ça remonte à plusieurs décennies. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai planté la petite graine de la méthode que je présente dans les livres et que j'ai créé les outils qui m'ont permis de dépasser en effet cette phobie. Alors, c'est une méthode estampillée, hein, elle est contenue dans ce livre, 4 étapes, on va y revenir. Et puis, comment on crée une entreprise en se disant je vais essayer, moi qui étais glossophobe, d'apporter ma valeur ajoutée pour accompagner des clients à bien parler à l'oral. Comment ça s'est passé? Elénor, c'est quoi d'ailleurs? Ça vient d'où, Elénor? Je pose toujours la question à mes invités. Elénor, c'est le nom d'un papillon bleu qui vit en Amérique du Sud et qui symbolise en fait le rayonnement, la communication, le regard nouveau qu'on porte sur les choses et en effet là, le regard nouveau qu'on peut porter sur la prise de parole en public. Une renaissance en fait. Et voilà, une renaissance et puis surtout essayer de dépasser des choses qui peuvent être vraiment polluantes entre guillemets dans la vie quotidienne. On l'a tous vécu parce que vous êtes aussi enseignante, on a tous eu des élèves ou des invités qui étaient excessivement brillants et qui n'étaient pas en capacité de pouvoir développer, expliquer parce que cadenassés. Votre méthodologie, c'est quoi? C'est une mise à nu, on met à nu, on essaie de poser finalement tout ce qui nous bloque? En fait, la méthode, et vous me posiez la question tout à l'heure de comment on passe à l'entrepreneuriat et pourquoi j'ai créé cette méthode. En fait, l'idée, c'est... Je me suis rendu compte, moi, en tant qu'ancienne glossophobe, que rien de pire que d'essayer de lutter contre ce qu'on est, c'est-à-dire d'essayer de se corriger. Et donc, la méthode, c'est un mélange entre... J'assume qui je suis, je m'appuie sur mes propres ressources plutôt que d'essayer de mettre mon énergie dans je me corrige. Et de s'inventer un personnage qui n'existe pas. Et s'inventer un personnage qui n'existe pas. Et puis aussi s'appuyer sur des choses extrêmement carrées, rigoureuses, sur des grands principes de communication parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être soi-même quand on va s'exprimer en public. Ce qui est votre cas aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui est mon cas aujourd'hui parce que évidemment avant de venir on se dit qu'est-ce que j'ai envie de porter, à qui je m'adresse et donc il faut structurer aussi sa prise de parole, essayer de clarifier ses messages et puis savoir où on veut aller. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans mes formations, si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous avez peu de chances d'y arriver. Donc il faut vraiment aussi réfléchir à ce qu'on a envie de dire, clarifier ces messages. Donc voilà, la méthodologie, c'est un mélange de
je suis moi-même, je m'appuie sur mes ressources et aussi je clarifie ce que j'ai envie de dire et les objectifs communicationnels que je veux atteindre. Ce qui se pense clairement, s'énonce clairement, qui est une phrase de communication évidente, qui n'est pas toujours simple à mettre en place, parce que quand on n'est pas très bon à l'oral, c'est aussi parce qu'on n'est pas très clair dans ses idées. Est-ce que vous avez été confronté finalement à travers vos sessions de formation à des moments comme ça un peu cathartiques où la personne se met à nu? Parce qu'après tout, quand on commence à toucher aux difficultés de l'oralité, très rapidement on s'aperçoit qu'on touche à la vie de famille, à l'enfance, à des difficultés qu'on a eues. Vous l'avez vécu? Oui, absolument, parce qu'un des premiers exercices que je fais faire, que j'appelle l'as de cœur, parce que je m'appuie aussi sur... Vous ne tirez pas les cartes, hein, rassurez-moi. Alors, je ne tire pas les cartes, d'accord. je vous rassure. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, voilà, la méthode s'appuie sur la symbolique du jeu de cartes, parce que je trouvais que c'était ludique, et en effet, l'idée, c'est aussi de dédramatiser. Et donc, le premier exercice que je fais faire, c'est d'essayer de trouver les ressources naturelles de la personne en tant qu'orateur et vraiment d'essayer de leur faire prendre conscience à ces personnes qu'elles ont des ressources propres et que, comme le dit le titre de mon livre, on est tous bons à l'oral mais on ne le sait pas. Et donc, il y a en effet cet exercice où la personne se met à nu. Je lui demande, à travers des vidéos, des exercices filmés, de parler de choses plus personnelles pour essayer justement de se détacher des réflexes qu'on a lorsqu'on a à s'exprimer dans le cadre de son entreprise. C'est souvent très corporate, il faut le dire. Ça jargonne beaucoup. Très carré, très lisse. Et vraiment, l'enjeu, c'est de pouvoir, quand on prend la parole en public, d'être soi-même, de ne pas jouer un personnage. On le voit bien, souvent dans les personnes très médiatraînées, ça se voit. C'est désincarné, voilà, il n'y a pas d'aspérité, c'est très lisse. Et puis finalement, on écoute beaucoup moins quand il n'y a pas une forme de naturel, de spontané, et puis en même temps de clair et de structuré. Vous allez chercher chez la personne ses qualités, vous les faites émerger. Et puis derrière, il faut quand même le reconnaître, parce qu'il y a un client, vous avez un client, et l'entreprise, elle doit aussi faire passer des messages. Elle doit apporter des messages. Et c'est là toute la subtilité. Parce que retrouver le naturel, c'est une chose, mais ensuite, il faut quand même amener des messages précis. Absolument. Et c'est l'objet de la deuxième étape qui s'appelle l'as de pique, qui symbolise la structure, la façon, le discernement dans la symbolique des cartes. Et là, en effet, on va vraiment raisonner. Je m'appuie sur des principes de communication qui sont... voilà, il faut clarifier ses cibles, à qui je m'adresse, il faut clarifier ses objectifs communicationnels, il faut clarifier ses messages, et puis aussi savoir dans quoi ça s'inscrit plus largement. Parce que, comme vous le disiez, quand on s'exprime, quand les managers, les cadres, les dirigeants s'expriment, ça s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Et là, en effet, il faut savoir quel message on veut porter, à qui on veut s'adresser, et avoir une démarche beaucoup plus stratégique, mais dans le sens noble du terme. Combien de temps? Parce que c'est souvent une question qu'on vous pose. On vous dit, mais écoutez, moi j'ai besoin d'aller vite. La méthodologie, les 4 étapes, les 4 piliers de la formation Carré et Lénore, c'est quoi la durée? C'est très rapide en fait, parce que la formation, elle s'articule autour de 4 séquences, de 4 modules. Il y a 1h30 pendant laquelle j'ai un briefing, et donc je vois où la personne en est, quels sont ses besoins, quelles sont ses échéances le médecin, de parole. Diagnostic. Exactement. C'est ça. Et puis ensuite, il y a 2 fois 3h30, durant lesquelles voilà, je vais transmettre la méthode, je vais faire des exercices pratiques. Et l'idée, avec ensuite une dernière étape, c'est de préparer une échéance précise de prise de parole. Essentielle pour pouvoir tester la méthode. Bien sûr. Et puis ensuite se voir après et voir comment on s'est approprié la méthode, comment ça a fonctionné. Et enfin, là, je donne un livrable dans lequel je donne des fiches très pratiques sur mesure pour que la personne formée puisse au quotidien... L'objectif, c'est vraiment d'y prendre plaisir. C'est vraiment aussi l'enjeu. C'est pour ça que j'utilise aussi la symbolique des cartes. Il faut que ce soit plaisant. Côté ludique. Côté ludique. Et c'est ça aussi qui décrispé nourrit... aussi. Décrispé. Et puis c'est ça qui nourrit aussi la confiance en soi, parce que faut créer un cercle vertueux. C'est y prendre plaisir, voir qu'on atteint ses objectifs. Et plus on atteint ses objectifs, plus on prend confiance en soi et meilleur on est. On pense aux prises de parole en public très médiatiques, sur un plateau de télé. Mais il y a aussi des prises de parole en public qui crispent énormément des cadres, tout simplement lorsqu'ils doivent faire une présentation en PowerPoint. Et parfois, ils passent des week-ends entiers à répéter. Enfin, vous les vivez, ces clients-là, qui se mettent, comme on dit à la campagne, la rate au courbouillon, quoi. Exactement. Il n'y a pas très longtemps, c'est drôle que vous citiez cet exemple-là, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné un dirigeant et il me disait... Maintenant, il faut que je sois formée parce que ma femme n'en peut plus. Je passe mes week-ends pour une présentation d'1 heure qui va intervenir... la vie quotidienne. C'est horrible. Et pire, parfois même, ça amène les personnes à être dans l'évitement.
C'est-à-dire, et voire à refuser des postes. J'ai accompagné une dirigeante il n'y a pas très longtemps qui me disait, on me propose un poste, mais peut-être que je vais le refuser parce que pour moi, c'est tellement synonyme de souffrance, je vais être beaucoup plus exposée qu'auparavant. Et je pense que je vais, si je n'arrive pas à surmonter ça... Donc j'esquive. Et voilà, je vais peut-être être dans l'évitement. Tiens, avant de nous quitter, Karine Nago, on a vu votre livre, hein, Vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas, édition Alysion, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est votre méthodologie. Vous encouragez vos clients à tout écrire, parce qu'il y a quand même ceux qui sont glossophobes, et puis ceux qui disent, je vais tout écrire, tout apprendre, et là aussi, ça bouffe des week-ends. Hein. Oui, alors je dirais que c'est un peu du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées et tout écrire, et puis d'autres qui me disent, je préfère avoir quelques messages écrits. Mais là, vous les guidez ou pas là-dessus? Oui, je les guide, et puis aussi, je pense que plus, c'est un peu comme un acteur qui apprend son texte par cœur, ou les messages clés par cœur, il faut aussi laisser la place à la créativité, à l'énergie qui vient. Mais il faut bien clarifier, en tout cas, avant, et écrire tout ou pas, ça dépend vraiment des personnes et de leur état d'esprit et de leur aisance. Karine Nago et son ordonnance, hein, parce qu'elle dure 1h30, cette ordonnance, elle fait son diagnostic, c'est plus long que chez le médecin, fondatrice d'Elonor Communication, et puis auteur de ce livre, qui est la méthodologie que vous avez créée, construit. Karine Nago, vous êtes bon à l'oral, mais vous ne le savez pas, la méthode révolutionnaire pour s'affirmer en public. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Édition Alysion, il ne faut pas oublier les éditeurs, ils y sont sensibles. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. La suite de notre programme Smart et Réglo, le droit évidemment. Alors là, on sort de l'oral, le droit, rien que le droit, on parle des dividendes. Ça, c'est un sujet important pour les chefs d'entreprise. Quelle est la stratégie fiscale des dividendes? Il y a pas mal de questions et on va y répondre juste après ce jingle. Smart et Réglo, un sujet évidemment important, la rémunération, les dividendes des dirigeants. Oh, le sujet est important. À quel moment on les prend? Quelle est la fiscalité? Comment on organise ces dividendes? D'abord, concrètement, parce que nous sommes avec Stéphanie Combe, juriste fiscaliste chez SVP Information Décisionnelle. Commençons par le début. Qu'est-ce qui se passe très concrètement au moment de la distribution des dividendes? Question basique. On peut les prendre quand on veut, ces dividendes? Alors non. Juridiquement, on ne peut pas prendre les dividendes quand on veut. Il y a des règles en la matière. On doit clôturer l'exercice déjà pour pouvoir prendre les dividendes. À l'issue de la clôture de l'exercice? Exactement. Ensuite, on a des délais. On a 9 mois pour se distribuer les dividendes concrètement. Donc entre le moment où le bilan a été fait, on a 9 mois Tout à fait. pour se distribuer ces dividendes. Il faut faire quoi comme document? Parce qu'il y a quand même quelques documents, c'est le comptable qui s'en occupe, on peut le dire. Oui, tout à fait. Alors on a ce qu'on appelle le PV d'AG qui décide de la distribution des dividendes. Et au moment de la distribution des dividendes, concrètement, la surprise, c'est l'acompte d'impôt sur le revenu. C'est ça. Et les prélèvements sociaux. Donc on a des prélèvements sociaux de type CSG, CRDS? Tout à fait, prélèvement de solidarité pour un montant total modique de 17,2%. Modique de 17,2%. Vous le vendez bien parce que c'est quand même une somme importante. C'est ça. Et par ailleurs, on a un acompte sur l'impôt sur le revenu qui, lui, est de 12,8% et qui porte le taux de ces, de ces acomptes à 30% au moment de la distribution. Voilà, c'est la surprise. Quand vous dites c'est la surprise, c'est parfois même une surprise un peu désagréable pour le chef d'entreprise. Tout à fait. À qui on dit, vous allez prendre vos dividendes, vous allez prendre vos 10 000 euros, mais dessus, vous allez quand même en distribuer 3 000 aux cotisations. Tout à fait. Qu'est-ce que la flat tax? Parce qu'il y a un vrai débat là. Aujourd'hui, les comptables vous éclairent sur cette question. On a possibilité d'avoir une taxe différente, une fiscalité différente. Comment ça marche? Tout à fait. Alors la flat tax, c'est autrement appelé prélèvement forfaitaire unique, qui est une taxation qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. C'est une taxation à un taux forfaitaire de 12,8% en tout et pour tout sur un dividende non abattu. Alors que non abattu, ça veut dire qu'il n'a pas subi le retrait des cotisations. Voilà, c'est ça. C'est le montant brut qui a été décidé par les associés. D'accord. Donc, sur le système précédent, on était sur une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu et on bénéficiait d'un abattement de 40%. D'accord. Donc, sur un dividende de 10 000 euros, on était taxé sur 6 000 euros seulement. D'accord. Donc, cette flat tax, elle est de 12,8%. Avec toujours les prélèvements sociaux de 17,2%. D'accord. Et c'est une imposition de... Donc on passe à 29% au global, là. 30%. 30%, puisqu'il y a des virgules. Ok, on est à 30% au global. On paye cette flat tax. On paye cette flat tax. Alors, ce qu'on paye au moment de la distribution des dividendes, ce n'est qu'un acompte. D'accord? Donc, au moment de la déclaration d'impôt sur le revenu en N+1,
Le principe, c'est la flat tax. D'accord ? Donc, normalement, l'impôt a déjà été payé via les acomptes. Les dirigeants, les associés ont toutefois la possibilité d'opter pour le barème progressif d'impôt sur le revenu. Donc ils ont les deux possibilités. Vous, l'experte justement en fiscalité et sur ces questions de dividendes, quel est le plus intéressant pour un décideur ? Alors, il n'y a pas de réponse générale, il n'y a pas de réponse commune. Il faut analyser les dossiers. Il faut analyser les deux situations. Tout simplement parce qu'on va tenir compte pour l'application du barème de la situation familiale de l'associé pour son quotient familial. On va tenir compte de ses autres revenus qui viennent composer le revenu taxable au barème progressif. Et les revenus de sa compagne ou de sa femme ou de son mari. Et du foyer fiscal d'une manière générale s'ils ont des enfants, par exemple, qui travaillent. Donc il y a un calcul à faire et ça c'est intéressant, j'imagine qu'il vous le demande, de savoir ce qui est le plus intéressant. Exactement, c'est une question qui est récurrente, compte tenu du fait en plus que cette option pour le barème est globale, c'est-à-dire qu'elle va concerner tous les revenus qui par principe sont soumis à la flat tax. Donc, on ne peut pas calculer que sur des dividendes. Et que par ailleurs, l'option pour le barème entraîne d'autres conséquences. Et notamment, la possibilité de déduire une partie de la CSG ou non. D'accord, donc c'est quand même extrêmement technique. Exactement. Et vous nous dites assez gentiment qu'il faut quand même passer entre les mains de spécialistes, dont vous ou les experts comptables, qui peuvent vous guider sur les... En fait, il faut faire des scénarios pour voir les scénarios les plus avantageux entre la flat tax ou l'impôt progressif. Question un peu pour la gratter, si je pars à l'étranger, et si je suis résident étranger, pareil, et ma société est en France évidemment. Oui, alors là, on fait application en général des conventions fiscales bilatérales. Qu'on a signées pas avec tous les pays ? Pas avec tous les pays, mais avec un grand nombre de pays quand même. Quasiment toutes les conventions sont rédigées sous un modèle OCDE. D'accord ? Elles prévoient en général une taxation au lieu de résidence de la personne physique, donc à l'étranger, avec pour certaines conventions la possibilité pour la France de taxer quand même. D'accord. Donc on n'échappe pas aux impôts sur les dividendes, même si on habite à l'île Maurice ou en Belgique. Tout à fait. Alors, l'avantage, c'est que dans le pays de résidence, il y a un mécanisme qui permet de supprimer la double imposition et en règle générale sur les modèles OCDE, on supprime par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. D'accord. Vous me rassurez, on ne paye pas deux fois. On ne paye jamais deux fois quand on a des conventions. Mais on n'a pas d'avantage particulier à être résident à l'étranger. Sauf si on n'a pas de limitation à l'imputation du crédit d'impôt et que l'impôt à l'étranger est plus faible. Dernière question, alors évidemment je vais défoncer une porte ouverte, mais les clients qui s'assoient devant vous, vous parlez de la surprise de l'imposition qui leur tombe sur la tête, avec l'acompte d'impôt. Ils considèrent qu'elle est trop élevée, cette taxation sur les dividendes, notamment les cotisations ? Alors, exactement. En règle générale, on ne sait pas qu'on va devoir payer un acompte au moment de la distribution. On s'attend à recevoir un montant brut de dividendes. Et quand on reçoit un montant de dividendes qui est plus faible réduit que ce qu'on avait pensé, effectivement, c'est surprenant. Donc en fait, il y a quand même un choc, parce qu'on pense pouvoir récupérer 10 000, et en fait, au final, on ne récupère que 7 000, puisqu'il y a déjà 3 000 qui ont été prélevés. Ceci étant dit, on peut se dispenser de ces acomptes, en tous les cas pour certains foyers fiscaux, lorsque leurs revenus fiscaux n'excèdent pas un certain seuil, et je crois que ça doit être 50 000 euros pour une personne seule, 75 000 euros pour une personne qui est imposée en couple. On échappe. On peut demander la dispense de cet acompte-là. Vous l'aurez compris, il faut quand même aller voir votre expert comptable ou SVP Information Décisionnelle pour avoir quelques conseils un peu pratiques, parce qu'il faut mettre sur une feuille tous ces chiffres, ces cotisations qui s'emboîtent les unes dans les autres. C'est assez technique. Merci Stéphanie Côme d'être venue nous éclairer. Vous êtes juriste, fiscaliste chez SVP Information Décisionnelle, qui est un habitué de notre émission et de notre rubrique Smart et Réglo. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment, vous la connaissez, Fanny Griesmer. On parle des retraites. Vous allez me dire, bah oui, les retraites, on en parle beaucoup en France. Non, la réforme des retraites en Chine, on en parle avec elle. La pause café avec Fanny Griesmer. Alors là, Fanny, vous avez souvent l'habitude de nous présenter des sujets de sociologie. Là, aujourd'hui, c'est un sujet... Il y a un petit peu de sociologie. Il y a de la sociologie, mais c'est un sujet qui est, j'allais dire, au cœur de l'actualité, mais pas notre actualité, l'actualité chinoise. Bah oui. Et oui, on original. S'envole, on va prendre un petit peu de hauteur, aller du côté de la Chine. Alors c'est vrai que la question là-bas aussi de l'âge de départ à la retraite fait débat, alors que l'Empire du Milieu fait face au vieillissement inexorable de sa population. Une
Une réforme est plus que jamais nécessaire, oui, mais l'idée est largement contestée. Une équation d'autant plus complexe à résoudre qu'elle se pose sur fond de fracture générationnelle. L'âge moyen de la retraite en Chine, ça va peut-être nous surprendre, mais il est bas. Ouais, il est celui que Très bas. défend quelques partis politiques. C'est l'un des plus bas du monde. Un âge fixé à 60 ans pour les hommes, 50 ans pour les femmes, 55 ans pour celles qui occupent un poste de direction. C'est très bas et c'est un problème, car depuis que les normes ont été fixées il y a près de 40 ans, l'espérance de vie a grimpé en flèche et dans un même temps, la part d'actifs au sein de la population diminue d'année en année. Et comme le financement des retraites fonctionne comme chez nous par répartition, finalement les actifs ne sont plus assez nombreux pour payer les pensions des retraités. Alors pour faire simple, la Chine est confrontée à ce que les experts appellent une bombe à retardement démographique. Il y a la politique de l'enfant unique qui a été initiée à la fin des années 70, qui est largement mise en cause, destinée à la base pour éviter la surpopulation du pays. Elle a aussi accéléré son vieillissement. Et c'est vrai que cette politique très coercitive, elle a été abandonnée en 2016. Le gouvernement est même revenu et autorise les couples chinois à avoir 3 enfants désormais. C'est une mesure qui est passée fin mai dernier. Elle a laissé malgré tout des stigmates et le nombre de naissances ne cesse de diminuer malgré tout, ce qui ne présage rien de bon pour l'avenir. D'autant que d'ici à 2025, la Chine pourrait compter 300 millions de retraités, ce qui est quand même énorme. Une situation qui pèse logiquement sur la situation du système des retraites, dont l'équilibre des caisses est fortement menacé. Des caisses qui pourraient, selon les experts officiels, connaître leur premier déficit en 2028 si aucune réforme n'est prise. Alors c'est vrai que la réforme apparaît désormais comme incontournable. Elle n'en reste pas moins compliquée à faire accepter, très difficile même, alors qu'en Chine, les journées de travail sont réputées pour être particulièrement longues et très fatigantes. La réforme des retraites, alors nous en France, elle suscite des manifs, on le sait. C'est pas... Un peu moins en Chine. Un peu moins, mais enfin il y a eu quand même quelques manifs. C'est tendu pour un régime autoritaire. Et le gouvernement chinois marche malgré tout sur des œufs. En mars dernier, il y avait un nouveau plan quinquennal qui était dévoilé à l'Assemblée suprême du peuple. Il y a eu une petite allusion à la nécessité de repousser l'âge de départ à la retraite. Cette petite allusion a suffi pour déclencher la grogne sur les réseaux sociaux. Les critiques ont immédiatement fusé sur Weibo, c'est le Twitter chinois. Plusieurs millions de vues, et puis bien sûr à l'avant-garde de cette fronde, on parle de réseaux sociaux, c'est bien évidemment la génération Z qui redoute de devoir payer la facture du vieillissement accéléré d'un pays qui plus est en plein atterrissage économique. Ils ont lancé d'ailleurs un mouvement qu'ils ont baptisé Tamping. Tamping. Je sais pas si on dirait dit. Si on c'est va vite, Tamping. Tamping, une révolte discrète, tranquille et même couchés, oui. Ouais. Alors on les appelle les tampings, ce sont des jeunes généralement qui restent chez eux allongés à ne rien faire. C'est une façon de marquer son opposition à la société de consommation, mais aussi à la politique productiviste du président Xi Jinping, attaché encore vraiment à une culture du travail particulièrement rude. Alors par cette position, c'est toute une partie de la jeunesse chinoise qui se détourne du chemin tracé par ses aînés. Une jeunesse placée depuis des années aux premières loges du quotidien éreintant de leurs parents et entraînés aussi eux-mêmes dans une course infernale à la méritocratie dès leur plus jeune âge. Alors à contre-courant, c'est vrai que cette jeunesse, elle plaide désormais pour une philosophie de vie hédoniste, travailler le moins possible et puis profiter un petit peu de son temps libre. Là encore, c'est sur les réseaux sociaux que le mouvement est né et qu'il a pris de l'ampleur. L'acte de rébellion aux allures de manifeste humaniste y trouve un large public et le credo du tamping, ou plutôt son hashtag, devient absolument viral. Alors évidemment, la censure des autorités a frappé pour effacer tous les messages, mais il n'en reste pas moins que le fait est là, le modèle ne fait pas ou ne fait plus l'unanimité, et surtout chez une jeunesse que l'on pourrait qualifier de désenchantée. Une vraie impertinence au pays de Confucius, pire, un affront, alors que la Chine vient tout juste de fêter en grande pompe le centenaire du Parti communiste chinois, et puis aussi le modèle qu'il a érigé qui semble un petit peu s'effriter. Un modèle au pied d'argile avec ces jeunes qui font leur mai 68, et mélange punk anarchiste et pacifiste, parce qu'évidemment c'est un État autoritaire où on prend beaucoup de risques quand on va dans la rue. Merci Fanny. Merci à vous. On va parler des retraites, mais on va revenir
revenir en France, ça sera le cercle RH avec nos experts. On va parler bien sûr des retraites, de cette réforme annoncée par le président et qui suscite un débat politique évidemment à un an de l'élection présidentielle. Et puis on va s'intéresser à ce variant Delta qui évidemment suscite de nouvelles menaces protéiformes sur les citoyens, sur les entreprises et sur la politique vaccinale. On en parle, c'est le cercle RH et les experts, ils sont là juste après cette courte pause. Le cercle RH avec mes invités, des nouveaux visages d'ailleurs dans ce cercle très fermé des experts de Smart Job pour parler aujourd'hui, vous l'imaginez bien sûr de ce débat sur la vaccination, ce variant Delta, de ces menaces, confinement, pas confinement qui évidemment inquiète vous qui nous regardez, mais aussi les chefs d'entreprise qui avaient demandé à leurs salariés de revenir dans l'entreprise et on nous annonce peut-être que de nouveau il faudra reconfiner, réorganiser. C'est évidemment une situation difficile. Et on va parler des retraites puisque ça c'est le serpent de mer, c'est le chiffon rouge, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça. Le débat des retraites, faut-il réformer? Quand? Comment on peut le faire? Avec le président qui a lancé ce sujet, avec le ministre de l'économie qui a relayé. On en parle avec mes invités. Olivia Copin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans le débat des experts. Fondatrice de l'agence de conseil éthique Just Business et enseignante au CELSA. Vous avez accompagné des dirigeants, on en parlera avec vous dans quelques instants, puis on va commenter l'actualité avec vous. C'est un plaisir de vous accueillir. Jean-Claude Blaujour est à ma gauche, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, moi je changerais le titre de votre livre, si la France gagnait la bataille de la vaccination. On pourrait faire un titre à votre livre. Mais il y a effectivement le problème de politique internationale. On s'est rendu compte que la globalisation, c'était aussi une politique de santé qu'il fallait envisager au-delà de nos frontières. Ça veut bien dire qu'on ne peut pas rester enfermé tout en maintenant le principe de souveraineté. On ne peut pas rester enfermé dans nos frontières, c'est inimaginable. D'autant qu'on a toujours des signes avant les crises françaises, on voit les Britanniques qui confinent plutôt que nous. On se dit, oh là là, ça va être dangereux. Et évidemment, ça arrive. On ne peut pas faire tout seul. C'est inimaginable de se dire qu'on va pouvoir vivre tout seul dans notre coin et faire notre politique de santé. Et on parlera peut-être, si on a le temps, de la polémique sur l'Espagne et le Portugal, où un ministre dit qu'il ne faut surtout pas aller là-bas, qui était quand même, me semble-t-il, d'une très grande maladresse. Cyril de Kéral, merci d'être avec nous. Nouveau visage dans notre cercle fermé des experts, président et cofondateur de Powell Software et vice-président des EDC. Vous y tenez beaucoup, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Exactement. C'est un plaisir d'être là. Commençons d'abord par l'actualité, parce qu'on avait envisagé de parler des retraites, mais reconnaissons que cette situation virale avec ce variant Delta est inquiétant. Regardez cette petite animation, elle est très très courte. Le calendrier, aujourd'hui, évidemment, Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux, ça c'est important. Et puis demain, en tout cas lundi, après ce week-end, il y a un conseil de défense, de nouveau, où en général, quand on indique un conseil de défense, voilà, on le voit, c'est en général une situation inquiétante. Olivia, votre état d'esprit, parce qu'il y a un grand débat qui vient de s'ouvrir et qui est ouvert. Faut-il vacciner d'une manière obligatoire les soignants? Et puis arrive un autre débat encore plus important. Faut-il soigner obligatoirement, vacciner tous les Français? Quel est votre regard sur cette question? C'est assez compliqué. Alors c'est vrai que lorsqu'on est obligé de contraindre, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à convaincre. Donc il y a toujours un sentiment d'échec. Mais en même temps, avec l'arrivée du variant Delta, on voit mal comment faire autrement. D'ailleurs, je pense que ça va dans le sens des mesures qui vont être sûrement être annoncées la semaine prochaine sur un vaccin obligatoire. Alors soit clairement obligatoire pour les soignants, ou alors tout simplement très contraignant, c'est-à-dire rendre la vie des personnes non vaccinées très compliquée, puisqu'on voit qu'on parle de l'extension du pass sanitaire pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, dans les théâtres. Donc finalement, ceux qui ne sont pas vaccinés... C'est un peu hypocrite tout ça. Voilà. Mais pourquoi? Parce que, et surtout en ce qui concerne les soignants, ce qui paraît quand même assez incroyable, c'est de se dire que depuis le début, toutes les mesures qui sont mises en place sont là pour protéger les plus faibles. Et ça paraît quand même inimaginable aujourd'hui qu'on puisse aller dans un hôpital ou être dans un EHPAD et se faire contaminer évidemment. Par les personnes qui vous soignent, qui d'ailleurs sont soumis à d'autres types de vaccinations obligatoires. Donc le Covid, ça serait finalement une vaccination en plus. Un des éléments de plus. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que la France, c'est quand même pas le champion. Enfin, au niveau des vaccins, il y avait quand même une grande partie de la population assez réfractaire. Qui avait baissé quand même. Qui a baissé avec du coup le confinement, puisque le vaccin protège à 100% du confinement, l'a rappelé le porte-parole du gouvernement. Mais il y aura toujours 20% des Français très réfractaires et qui voient le
geste, le fait de ne pas se vacciner comme un geste avant tout politique. Citoyen, une sorte de liberté. Je suis libre. Il y a des mouvements politiques d'ailleurs, il y a quand même quelques acteurs politiques. Juste, Jean-Claude Beaujour, sur le plan constitutionnel, il y a un débat. Alors, vous le soulevez, le citoyen dit je suis un citoyen, je suis libre de ne pas me faire vacciner. Est-ce que le débat sur l'obligation, il faut le mettre sur la table? Bien sûr, sur le plan juridique, chacun doit à l'intégrité de son corps. On est libre de se faire soigner, pas soigner, de mourir, de pas mourir, etc. Pour autant, le Conseil d'État a eu l'occasion d'indiquer dans une décision que lorsqu'il s'agissait d'une politique, lorsqu'il y avait un enjeu sanitaire, le fait de contraindre à la vaccination n'était pas disproportionné par rapport à la liberté que chacun a sur son intégrité. Juste équilibre. C'est la première chose. La mise en danger de la vie d'autrui. Je voudrais dire deux petites choses rapidement. Allez-y. La première, c'est que moi je veux bien entendre ceux qui sont réfractaires. Il y a des gens qui ont peur, qui disent je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas dans combien de temps je pourrais me faire vacciner parce que j'ai peur pour l'infertilité, pour les conséquences secondaires. Je voudrais simplement dire que malheureusement, il n'y a pas de médecine sans risque et même lorsque vous prenez du paracétamol, vous pouvez risquer un accident. Je ne suis pas médecin, mais cardio quelque chose, cervicaux quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien se rendre compte, et pour nous tous, puisqu'on est sur une émission aussi économique, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, si nous devions attendre les résultats, ça ne sera pas avant 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Or, nous avons une situation du pays où on ne peut pas continuer à fonctionner, ou alors on se dit très clairement, mais là, très clairement, et là c'est politique, nous, quelle que soit la situation à la rentrée, nous restons ouverts, nous continuons à travailler et il y aura le nombre de morts qu'il y aura la situation. Je ne dis pas que c'est ce que je veux. De ce qu'on a fait. Je ne dis pas que c'est ce que je veux. Je dis qu'il faut poser le débat pour que nous prenions collectivement nos responsabilités. Ou alors on dit en amont et dès maintenant, on met en place. Alors il n'y a pas que. Donc c'est-à-dire on remet une pièce dans la machine. Il y a le vaccin, il y a les traitements, il y a les mesures barrières, il y a l'organisation pour la rentrée parce qu'il nous faut nous préparer et le gouvernement doit anticiper quelle que soit sa décision. Thierry Le Gall, émission économique, vous êtes chef d'entreprise et je vous la pose parce que vous représentez aussi les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et qui est un réseau très très riche de chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut aussi dire à vos salariés écoute, je souhaite que tu te vaccines. De la même manière qu'un État, et ça c'était un sujet, puisse imposer à des citoyens la vaccination, est-ce que vous dites l'entreprise doit prendre sa part aussi dans cette vaccination et l'accélération de la vaccination? Moi je pense que l'entreprise doit favoriser la vaccination parce que c'est important. Après, je ne suis pas trop pour forcer. Enfin, on a été assez traumatisés par le premier confinement quand même. Ce qu'on a vécu, c'était quand même assez traumatisant. Et ils sont revenus, vos salariés, vous, ils sont Oui, enfin, nous, on va rester finalement en full télétravail quand même, avec une journée par semaine au bureau. Ça. Voilà. Donc, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se passe, et donc en fait, il faut les inciter. Il faut les inciter à aller se faire vacciner. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on fasse pour une personne plusieurs tests PCR remboursés totalement chaque semaine, chaque mois, et puis derrière on ne passe pas de confinement. Oui. Valérie Pécresse, ce matin, disait, j'entendais sur une chaîne concurrente, il faut maintenant faire payer ces tests PCR pour le confort, pour partir en voyage. Il faut les payer. Faisons payer les tests PCR et les gens vont se vacciner. Exactement. Juste une précision juridique quand même, c'est important. Le droit du travail n'autorise pas obliger, n'autorise pas un employeur à obliger. On ne peut pas interdire un salarié d'entrer s'il n'est pas vacciné. Voilà. Ça, c'est clair. Olivia, excusez-moi, vous avez accompagné des dirigeants, vous avez une entreprise de conseil. L'économie, c'est la confiance. Depuis 3 semaines, c'est vrai que les Français retrouvaient un peu le chemin des cafés, retiraient le masque dans la rue, pensaient à leurs vacances. Et tout d'un coup, là, aujourd'hui, et dans les jours qui vont venir, pendant tout ce mois de juillet, on va commencer dès lundi à nous dire attention, il ne faut plus aller là, il faut remettre le masque. Enfin, sur le plan économique, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. Non, effectivement. Mais alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, même le président Emmanuel Macron parle de guerre contre le virus. Et dans la guerre, vous avez le front économique, mais aussi la guerre psychologique. Et là, on est quelque part en plein dedans. C'est-à-dire que pour le moral de Français, qui impacte directement sur l'engagement qu'on a au travail, sur l'envie de consommer, sur la possibilité de le faire, effectivement, ça aura un impact. Et surtout, en tant que chef d'entreprise, on voit bien aussi, du côté des salariés, beaucoup d'entre eux ont
ont quand même toujours cette peur de revenir sur leur lieu de travail à cause du variant Delta. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas vaccinés. Donc effectivement, cette donnée psychologique, elle rentre en jeu. Et c'est toute la difficulté de gérer ce virus pour le gouvernement, parce que vous avez la lecture économique, la lecture sanitaire, et puis la lecture psychologique au niveau du moral des Français, qui est une donnée très importante en plus, surtout qu'on est quand même dans une année présidentielle. Donc, J'allais y venir. Ça revient à ce que vous dites. Il faut faire des choix stratégiques. Ouais, en même temps, c'est un peu. Moi, je suis un peu gêné de voir que finalement, on est là en train de faire un peu la fine bouche sur la vaccination en France, alors qu'il y a des pays qui demandent d'avoir plus de vaccins et qui n'en ont pas. Notamment, les Africains, hier, se sont un petit peu... On dit, bah voilà, le variant Delta devient dangereux pour nous, mais les systèmes d'envoi de vaccins en Afrique, ça ne marche pas. En Australie, ils ont décidé de garder le pays fermé encore pendant 1 an, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas suffisamment de vaccins et que ça va mettre du temps. Nous, on a tout ce qu'il faut. Et là, on est un peu en train de faire la fine bouche. Et je pense qu'il faut que les citoyens se réveillent, quoi, c'est sûr. On nous parle d'une 3e dose. Vous avez entendu ? Oui, alors c'est le président Pfizer, du coup. Bon. Mais effectivement, oui, cette 3e dose, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, au moins pour les personnes les plus fragiles, peut-être à la rentrée. Bon, déjà, essayons de faire en sorte que la plupart des Français soient vaccinés. Et leurs 2 doses, la 3e... Et puis il y a... pas le variant Delta. Et nous sommes vaccinés. Je pense que l'un des éléments qui fait défaut aujourd'hui, on l'a vu tout au long de la gestion de la crise, c'est l'absence d'anticipation. Moi, j'ai le sentiment que parce que le gouvernement réagit trop pas au bord de route lorsque les événements se présentent, ça crée une certaine confusion. Vous voyez, si aujourd'hui on se disait qu'il fallait à la fois s'il y avait eu un vrai grand plan de déconfinement avec le vaccin et la campagne de vaccination, les mesures prises pour la rentrée, effectivement, il faut conserver les gestes barrières, etc. On aurait le sentiment de cohérence et on aurait le sentiment de stabilité. Et vous avez raison lorsque vous avez dit que la confiance est importante. Aujourd'hui, si on a en plus le sentiment que finalement en septembre on ne sait pas où on va, eh bien oui, nos clients, nos dirigeants, les entreprises qui sont nécessaires au fonctionnement de notre économie ne seront pas au rendez-vous dans leurs résultats. Et cela, ça serait dramatique. Et d'ailleurs... Je prends un verre d'eau pour retrouver ma voix. On va m'apporter un verre d'eau tout de suite, parce que je suis en train de perdre ma voix en direct. Merci Fanny. On va enchaîner sur évidemment ce débat. Merci beaucoup. Hop, et on va parler des retraites. Voilà. Ah, vous avez été gentil avec moi. La suite, c'est les retraites. Et juste pour relier au sujet politique, il y a eu les retraites, chiffon rouge politique pour vous, ou réel débat, utilité ou pas de lancer le débat là à 1 an des présidentielles, parce que le variant arrive, est en train d'étouffer ce débat des retraites. C'est pour ça qu'on a démarré par le variant. Utile ou pas de lancer ce débat-là ? Moi, je pense que le sujet des retraites est un sujet vraiment important. On est le pays d'Europe où l'âge de la retraite est l'âge de départ à la retraite est le plus jeune, quoi. Donc voilà, la moyenne en Europe c'est 65 si je me trompe pas, et nous on est à 62 aujourd'hui, donc il y a sûrement des choses à faire. Donc c'est important de mettre ce débat. Maintenant, est-ce qu'il faut en discuter maintenant ? Est-ce qu'il faut mettre les travailleurs dans la rue au mois d'octobre, novembre, alors qu'on est dans une reprise qui est un peu fragile, etc. C'est peut-être pas le moment, quoi. Peut-être qu'il faut prendre un peu le temps. Et d'autant plus que je trouve qu'il y a en ce moment aussi quelque chose qui se passe sur le marché du travail qu'on ne mesure pas, mais c'est qu'il y a eu un bouleversement qui est, à mon avis, historique dans la façon de travailler, dans la façon de vivre l'entreprise, et qui fait que derrière, ça va aussi bouleverser nos équilibres et probablement comment on va gérer notre vie professionnelle. Alors, moi, je pense qu'effectivement, la nécessité de réformer, elle n'est pas contestable pour les raisons qui viennent d'être données. Nous travaillons, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé. Et effectivement, il faut revoir l'âge de départ de la retraite. Maintenant, ça n'est pas un sujet que l'on peut gérer ou que l'on doit gérer dans les 2 derniers mois, parce qu'au fond, le 30 janvier, le Parlement sera en situation de politique active pour l'élection présidentielle. Donc à l'automne, c'est difficile de gérer cette réforme avant le 15 décembre. C'est la raison pour laquelle je pense, oui,
il faut réfléchir, il faut retravailler au plan retraite, à la réforme des retraites, mais dans le même temps, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, il faut que ce soit fait concomitamment avec, j'ai envie de dire, un grand plan de réindustrialisation, de travail sur la création d'emplois en France, parce que si vous dites aux gens, vous allez travailler plus longtemps, vous devez rester actif plus longtemps. Mais dans le même temps, vous dites, on doit fermer des entreprises parce que, ou on doit avoir des plans de restructuration dans les différents groupes ou dans les PME, ils vont vous dire, attendez, c'est inextricable cette histoire. On doit rester travailler, pourtant il n'y a pas d'emploi. Donc je pense que c'est l'occasion d'avoir une réflexion beaucoup plus globale que celle de la retraite, ou concomitamment, sur la réindustrialisation, sur l'innovation, sur la recherche et le développement, pour qu'il y ait concomitamment des propositions pour la création d'emplois. Et je vous dis, c'est ce qui se fait ailleurs, notamment aux États-Unis, c'est un peu une partie du plan Biden. Vivement la retraite pour moi, Oui. parce que c'est que je souffre. Je pense que la retraite utile, le maire dit il faut faire cette réforme, tout le monde dit il faut la faire, parce qu'on est très très loin du compte, mais pas maintenant. En tout cas, je pense c'est surtout un sujet politique. Effectivement, je pense que Emmanuel Macron, depuis le début, se doute qu'il ne va pas pouvoir complètement mettre en place cette réforme. Déjà, on est quand même dans une année présidentielle. Donc, du coup, c'est très compliqué de mettre en place de telles réformes l'année précédant les élections. Et puis, il y avait cet inconnu qui aujourd'hui n'est plus inconnu, qui était l'avancée du variant Delta. Mais, quelque part, Emmanuel Macron, il était obligé politiquement de préempter ce sujet, au moins sur le plan médiatique, puisqu'il faut quand même parler de son quinquennat qui a été un quinquennat absolument contrarié par les Gilets jaunes, par la pandémie. Et ce qu'il veut, c'est se reconnecter avec finalement l'ADN transformateur et formateur de son parti et de son mouvement. Et c'est pour ça que c'était important pour lui, au moins, de préempter ce sujet. Et quelque part, je trouve que le variant Delta lui sauve un peu la mise, parce que quelque part, c'est, entre guillemets, pas la bonne excuse, mais la sortie de secours pour finalement ne pas mettre en œuvre cette retraite qui aurait été de toute façon absolument impossible à mettre en œuvre la veille d'une élection présidentielle. D'accord, mais est-ce que c'est un chiffon rouge dans le sens où c'est une manière aussi d'agiter l'actualité, la communication de la part du président, parce que c'est vrai qu'il souffle le chaud et le froid. Il y a une partie qui dit on va aller au bout de l'histoire, on va faire une réforme radicale, brutale. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez entendu les syndicats, vous avez entendu le MEDEF. Moi, je vois mal comment est-ce qu'on irait comme ça frontalement. Et pour une fois, j'ai envie de dire, paradoxalement, les syndicats, même les plus à gauche, sont d'accord avec le MEDEF. Donc, je vois mal comment le président pourrait trouver un espace politique, une audience, y compris dans le pays où effectivement nous avons aujourd'hui un certain nombre de préoccupations. Et je vous dis, la première question qui sera posée, et pour moi c'est important, c'est que la réforme des retraites soit menée concomitamment à un grand plan de développement économique pour la création d'emplois. On n'y passera pas, on ne coupera pas. Effectivement, c'est l'idée, lancer l'idée sur le plan de la communication, c'est peut-être une bonne chose, mais en termes de calendrier, je pense qu'il s'agit plutôt d'un débat qui va être pour le deuxième septennat. Juste, je m'autorise, il y a le débat des régimes spéciaux qui est toujours dans la boucle. Édouard Philippe l'avait évoqué, il y avait la réforme du grand-père, c'est-à-dire celui qui rentrait bénéficiait d'un nouveau statut, mais tous ceux qui étaient encore dans la boîte continuaient à vivre avec le statut. On y touche ou pas rapidement à ces régimes spéciaux? Parce que c'est une clé, enfin je sais pas, je parle à un chef d'entreprise du privé, à chaque fois qu'on parle de la réforme des retraites, on ne peut pas toucher à ces régimes spéciaux, à ces grandes entreprises qui ont leur caisse. Oui, en fait, c'est le sujet. De toute façon, on voit bien aussi qu'en fait, finalement, le fonctionnement des retraites en France, c'est quand même pas très lisible et c'est quand même assez compliqué. Donc les régimes spéciaux, on n'y comprend pas grand-chose. Donc en fait, c'est sûr que dans la réforme, et d'ailleurs dans le rapport qui a été fourni là, par Tirole, en fait, on voit bien qu'il propose aussi que ce soit plus lisible et plus simple. Il faut qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Et donc en fait, il faut simplifier, enlever les régimes spéciaux. Et d'ailleurs, a priori, l'opinion publique est OK pour le retrait. Sauf ceux qui en bénéficient. Oui, tout le monde est d'accord, sauf ceux qui en bénéficient, on est d'accord. Et les syndicats. On est d'accord, parce que c'est ça la réalité. On nous parle de 64 ans quand même. C'est-à-dire que pour les entreprises, vous êtes un chef d'entreprise, il faut être aussi en mesure d'accompagner des seniors et de ne pas les libérer à 55 ans, 56 ans, 57 ans. Enfin, c'est une réalité, ça. Oui, mais je m'autorise, mais dire travailler jusqu'à 64, c'est bien, mais il faut pouvoir le faire. Vous savez ce que je constate comme avocat, beaucoup finalement de cadres, de moins cadres, de personnes qui partent à la retraite aujourd'hui ont une activité
entre guillemets, plus ou moins professionnels derrière. Ce qui veut dire qu'on n'est pas si âgé que cela à 64 ans. Pour le tertiaire. On est pour le tertiaire. Après, il y a des situations qui sont compliquées. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut, si on veut faire partir, on veut organiser le départ, on veut faire travailler plus longtemps, il faut sécuriser l'emploi parce qu'effectivement, on a encore du mal à faire travailler des gens de plus de 55 ans dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et ça va même au-delà de la question des 60 ans. Dans beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, à 50 ans, on vous dit t'es à la fin, on ne sait pas quoi te donner. Je vois des gens souffrir dans le monde du travail. Je vois de grandes souffrances de gens qui sont par exemple placardisés. La placardisation est un drame. Les gens voient, même un tel, c'était mon stagiaire et il me donne des instructions. Que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, le sujet est le même, y compris dans la fonction publique. Donc il y a un sujet qui, pour moi, nécessitera, qui ne peut pas être traité à l'automne, qui nécessitera qu'il y ait un débat de société et qu'on ait une légitimité populaire et démocratique avec un certain nombre de personnalités pour porter ce type de discours. Sur un référendum, sur l'idée qu'on puisse interroger les Français après tout, leur demander leur avis. Il faut ce débat. C'est un débat de société plus large parce que ça implique les seniors, ça implique les régimes spéciaux, ça implique finalement une refondation de notre modèle, finalement, cette réforme des retraites. C'est très profond, Olivia. Allez-y, Olivia. Merci. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron appelle ça la mère des réformes. Et en même temps, c'est un sujet très explosif. Et on parlait de référendum. Le prochain référendum, ça sera l'élection présidentielle. Donc, effectivement, de toute façon, ce sujet-là, il va s'intégrer dans les programmes de campagne pour la prochaine élection. Et ça aurait été très compliqué pour Emmanuel Macron de mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la capacité politique, surtout avec la gestion de la pandémie, la gestion du Covid, de mettre en place un tel débat? Je ne le crois pas. Pour autant, dans ce duel qui, pour l'instant, a priori, ce sera ce duel-là entre lui et Marine Le Pen. Non, mais encore, on est un an. Mais en tout cas, dans ce duel-là, aujourd'hui, pour défendre, voilà, et aujourd'hui, pour défendre son bilan, c'est plus compliqué de défendre son bilan avec des promesses, voilà, donc qui n'ont pas été tenues, même si évidemment le quinquennat a été malmené de bien des manières. Avant de nous quitter, une petite note d'optimiste quand même, parce qu'on parle de ce débat des retraites qui inquiète les Français à 64 ans, des réformes, des manifestations, enfin tout ce qui va avec. Et on est en même temps dans une relance économique assez intéressante. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de notre pays. C'est-à-dire qu'en même temps, le pays repart très fort. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. En ce moment, ça part fort. C'est très intéressant. Une espèce de contraste entre une sinistrose et en même temps une économie qui va pas si mal. Vous êtes d'accord ? Oui, l'économie va bien. Et quand même, on a relativement bien passé la crise en France. Le moral des chefs d'entreprise n'a pas tellement baissé. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord, Olivia ? En plus, surtout, on accompagne beaucoup les acteurs de la nouvelle économie puisqu'on est très axé sur l'éthique. Et effectivement, quelque part, il y a, comme vous dites, il peut y avoir un aspect sinistre, morose, mais il y a toute cette génération de nouveaux entrepreneurs qui intègrent en fait dans leur entreprise de l'innovation et des éléments concrets pour changer la donne. Et eux, il y a une vraie dynamique et le moral est bon. Il ne faut pas les oublier, les jeunes, parce qu'en fait, justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on parle de la réforme des retraites, mais c'est eux qui derrière vont devoir payer, etc. Ils attendent plus de flexibilité dans le travail. C'est la génération YOLO qui veut quelque chose d'un petit peu plus cadré et qui correspondent plus à leurs aspirations personnelles. Ouais. Donc en fait, il faut... compliqué les jeunes en ce moment. Oui. Mais bon, c'est vrai que... leurs désirs, leurs exigences aussi d'ailleurs. Oui, mais ils ont un peu fait les frais aussi de cette pandémie pour qu'on sauve les plus âgés quand même. Mais dans cette dynamique, il y a des nuances à apporter. Je vois que nous conseillons un certain nombre d'entreprises dans le secteur des nouvelles technologies, levée de fonds, tout ça, ça repart très bien. En revanche, nos clients qui sont dans le secteur du transport aérien, du tourisme, là pour le coup, c'est vraiment une situation extrêmement compliqué et on essaie de voir comment est-ce qu'on passe la barre des 2 ans parce que sur les 2 ans à venir, ça sera... voilà, donc il y a cette nuance-là. Il faut tenir et il faut qu'effectivement on cultive beaucoup plus l'adaptation entre l'offre et les compétences et puis les besoins du marché de l'emploi. Ça, c'est important. Rappelons qu'Elisabeth Borne voit les syndicats aujourd'hui sur ce débat de la vaccination obligatoire. Il faut le rappeler parce que c'est quand même un débat qui va être tendu
attendu. Est-ce que les syndicats vont être, je dirais, des acteurs avec la ministre? Mais c'est quand même surprenant. C'est intéressant quand même que tout d'un coup... C'est comme surprenant cette vaccination obligatoire, notamment pour le personnel médical, qu'on applaudissait il y a un peu plus d'un an, et qui aujourd'hui on dit on va vous contraindre. Moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée. C'est ça. Moi, je serais curieuse de connaître les sanctions concrètes disciplinaires, parce que si vous parlez, les personnes qui ne sont pas vaccinées dans les hôpitaux, c'est pas les médecins, c'est les infirmières, c'est les aides-soignantes. Et du coup, il y a une vraie pénurie de manœuvres sur ces métiers-là. Là, si on les perd, c'est ce que disait une jeune femme qui travaille dans un EHPAD, et c'est pour ça que je dis que on entend les inquiétudes. Maintenant, il est certain qu'on ne pourra pas, quelles que soient les mesures qu'on prendra, on ne pourra pas rendre complètement opérationnel d'éventuelles sanctions. Donc je pense qu'il y aura, si on devait arriver à cette vaccination obligatoire, il y aura un principe, et puis derrière, on fera comme on le fait parfois, on lèvera le pied ou on sera souple, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, politiquement et socialement, se permettre d'aller à un affrontement avec une partie de la population. Évidemment. Il faut continuer à inciter, il faut continuer à rassurer, et probablement un dernier point, je pense que probablement le monde médical, les laboratoires, ceux qui font les vaccins, probablement ont à faire une pédagogie sur les conséquences de l'organisation. Alors en même temps, il y a une grande défiance auprès de l'industrie bien sûr, mais il faut trouver des acteurs. Il faut trouver des relais de confiance. Voilà. Il faut trouver des acteurs qui vont pouvoir en parler. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un risque de fertilité pour les jeunes femmes, et je peux comprendre une jeune femme qui soit alertée, et donc ça bloque. Il suffit pas, j'ai entendu monsieur Véran dire, lisez Lancet, vous verrez. Bien sûr, non, tout le monde lit Lancet. Soyons sérieux, tout le monde ne lit pas Lancet, donc il faut trouver les bons acteurs pour pouvoir faire ce travail. Personne ne lit Lancet, ce travail sur le terrain. Lancet. Mais bien sûr, il faut pouvoir lire. Jean-Claude Beaujour, je vous réinviterai avec une voix de cristal, évidemment, parce qu'aujourd'hui c'était un peu chaotique. Avocat international en droit des affaires, et si la France gagnait la bataille de la mondialisation chez Descartes. Merci Olivia Copin. Bien sûr, vous allez revenir et on fera un débat vif où je serai réactif et j'aurai une voix. Mais vous êtes réactif. Oui, vous avez été extrêmement gentil avec moi. Cyril de Keral, merci, président cofondateur de Powell Software et vice-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. On termine avec une dernière rubrique. Oui, il y a une dernière rubrique. Comment faire pour retrouver sa voix? Non, pas du tout. C'est un livre, 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Son auteur est avec nous. C'est le livre de Smart Job. Avec nous, Julien Guéniard. Bonjour Julien, vous êtes avec nous en Skype. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Écoutez, moi ça pourrait aller mieux, pour être très honnête, j'ai une voix un peu défaillante. Vous êtes fondateur du site organisologie.com et auteur de ce livre, 2 heures chrono pour mieux s'organiser, être productif, serein, dans un monde chaotique, édition Duno. D'abord, pourquoi cette idée de bâtir, je dirais, votre réflexion et j'allais dire même votre business sur l'idée de l'organisation? C'est un si gros problème que cela? Désolé, ça a coupé. Est-ce que vous pouvez répéter? Mais aucun problème. Est-ce que ce problème de l'organisation, vous en faites un livre, vous avez créé votre entreprise, est-ce que c'est un si gros problème que ça dans l'entreprise et puis je dirais dans la vie de chacun d'entre nous? Disons que je pense que la problématique de l'organisation est vieille comme l'humain. Sa source se trouve dans la psychologie. On est trop optimiste. On pense que les problèmes arrivent qu'aux autres. On s'engage beaucoup trop souvent. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le développement technologique, les outils numériques, je pense que c'est un problème qui s'accentue, oui. Quels sont les problèmes finalement qui s'accumulent dans une journée et qui fait que vous entendez, on entend, qui est d'ailleurs le propre de votre livre, je suis débordé, je m'en sors plus. C'est quoi? C'est de la faute des organisations ou c'est la faute de l'individu? Alors, il y a une responsabilité partagée. Je pense que l'individu doit apprendre évidemment à mieux s'organiser, mais je pense également que l'environnement dans lequel on se trouve a un impact énorme. Je pense par exemple aux open space, qui sont par exemple très propices aux interruptions, aux distractions. Donc, il y a une responsabilité de la part des entreprises, mais également une responsabilité de la part de l'individu. Il y a quand même dans votre première partie de la philosophie pour une vie organisée, vous dites dans un des chapitres, savoir dire non. Il y a quand même cette question-là, c'est-à-dire que parfois on est débordé parce qu'on prend tout, on accepte tout, et puis à la fin ça devient le bazar et on n'arrive plus à s'organiser. Totalement. Je pense que
beaucoup de personnes ne savent pas dire non. Après, les causes, on pourrait en parler des heures et des heures, mais déjà comprendre que plus on s'engage, plus on dilue finalement la qualité de notre travail, c'est un bon début. Ouais. Ensuite, vous donnez des conseils pratiques à travers des fiches dans votre livre extrêmement concrètes. J'ai lu une petite chose amusante, c'est écrire un SMS ou un mail ou un message à un collègue sans parler de travail, par exemple. C'est-à-dire garder son réseau, garder son lien. Qu'est-ce que ça apporte, ça, l'idée de travailler aussi sur l'extérieur du travail, tout en restant un peu connecté ? J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Vous m'entendez ou pas ? Pouvez-vous répéter la question ? Oui, vous avez un problème de son, Julien ? Alors le son, ça va bien, c'est juste j'ai l'impression que ça saute des fois la connexion. D'accord. Non, je disais qu'il y avait des petits conseils pratiques dans vos fiches qui étaient des conseils extrêmement amusants pour certains, notamment d'envoyer des SMS, d'écrire à ses collègues sans parler de travail, de rester finalement connecté au travail sans l'être. Pourquoi faire ça ? C'est quoi l'intérêt ? Alors, je pense que c'est important finalement. Ce passage-là, il était surtout lié au fait que des fois, il faut savoir remercier finalement les gens, pas uniquement pour le travail qu'ils ont fait, mais aussi pour la qualité de la relation qu'on entretient avec ces personnes, pour ce qu'ils nous apportent au travail, et ça facilite beaucoup de choses, parce que l'organisation, ce n'est pas uniquement s'organiser, dire oui, dire non, mais c'est aussi, disons que ça se chevauche avec d'autres compétences comme la communication, comme la collaboration. Et évidemment, plus on arrive à entretenir des relations avec ses collègues ou avec ses partenaires, et plus on aura de la facilité à leur demander des services ou à discuter de points qui peuvent être sensibles avec eux. Un dernier mot, vous êtes vous-même très organisé, Julien, ou pas ? Parce qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui, c'est une très bonne remarque. Disons que je suis connu pour avoir un bureau bordélique, par exemple. Donc ça, j'ai aucun problème à le dire. Par contre, je suis très organisé sur ce qui compte. Et je partage avec vous la citation de Peter Drucker qui disait « Il n'y a rien de plus inutile que de faire parfaitement ce qui ne mérite pas d'être fait ». Donc encore une fois, je pense qu'on peut être désorganisé dans certaines parties de sa vie tant que ce qui compte pour nous fonctionne bien. Oui, c'est ça, ce sont des choix stratégiques avec soi-même. On peut avoir un bureau en bazar et être un homme extrêmement structuré. Je suis d'accord avec vous. Julien Guénia, 2 heures chrono pour mieux s'organiser, être productif, serein dans un monde chaotique, et il est ce monde chaotique, aux éditions Duno. Julien est fondateur d'organisologie.com. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, un plaisir parfois un peu douloureux, avec des cordes vocales un peu abîmées, mais je vous retrouve lundi évidemment en pleine forme. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Mani à la réalisation, Alex au son, merci à Fanny Griesmer pour ces verres d'eau qui m'ont fait du bien, merci à Pauline Gratel et merci à Emma pour l'accueil invité. Passez un bon week-end, je vais me reposer, bye bye.